Donc les milieux naturels tributaires de l'eau, peut-être qu'on pourrait faire le point sur ces 10 milieux et les préciser, puisqu'il est question des eaux douces continentales de surface, des eaux souterraines, des eaux de transition côtière, évidemment des zones humides, alluviales et intérieures. Qui a envie de nous brosser un premier tableau des eaux dont il est question? Si tu veux, je commence au bénéfice de l'âge. Non, allez, plus sérieusement. Parler des eaux douces, je ne parlerai pas des eaux marines, même pas des lacs. Parler des eaux douces, c'est parler quantité, intéressé à la table ronde tout à l'heure, mais parler aussi qualité écologique. Rappeler une chose, c'est qu'en Corse, on a un taux d'endémisme élevé, parce qu'on parle de milieux et des services, il faut aussi parler de la biodiversité, et de la biodiversité exceptionnelle. Je rappelle que dans les eaux douces, on a 200 espèces endémiques, 200 espèces d'invertébrés. Alors on a aussi la truite endémique. Donc aujourd'hui, lorsqu'on va parler d'eau, de quantité, on va parler de protection des milieux. Et je dis souvent, lorsque je dis à mes étudiants, les utilisateurs de l'eau, il y a l'utilisation agricole, donc industrielle, y compris l'hydroélectricité, il n'y a pas que ça, il y a même du refroidissement. On oublie le quatrième utilisateur qui est l'utilisateur historique, c'est-à-dire l'écosystème. Et aujourd'hui, on remet quand même en avant cette problématique. Alors moi, souvent, on me dit, tu préfères donner de l'eau aux grenouilles que de donner de l'eau à la population. Je dis non, même je veux donner de l'eau et aux grenouilles, et à la truite, et aux populations. Donc je crois qu'aujourd'hui, le grand pari, il est là, c'est de dire, on a besoin d'eau parce qu'on est, je suis comme le président de l'Office, je ne suis pas pour la décroissance, c'est pour la croissance durable, un développement durable, mais il faudra tenir compte de cette biodiversité. Et je crois que le pari aujourd'hui, il est là. Il y a les lois françaises qui font qu'aujourd'hui on doit en tenir compte, on va faire des études d'impact, mais c'est important, et le développement économique et le côté biodiversité. Et comment on peut s'y prendre alors dans ce contexte compliqué sur un plan climatique notamment? Alors, le problème aujourd'hui, c'est vrai, vous avez bien fait de poser la bonne question, c'est qu'avec les conséquences du changement climatique, on vient de le voir avec l'exposé préliminaire, on va avoir le milieu aquatique qui est bouleversé. Donc ce milieu aquatique, il est plus sensible. Il est plus sensible à l'anthropisation. Donc, si il y a 20 ans ou 30 ans, on devait faire attention aux batraciens, aux poissons, aux invertébrés et aux algues, je les oublie souvent, aujourd'hui, il est clair que on doit faire encore plus attention, puisqu'on va avoir la sec, ça a été précisé tout à l'heure, la période d'étiage, c'est-à-dire la période de sec estivale, qui était dans nos rivières il y a 40 ans de 2 mois, elle est quasiment de 7 mois. Et c'est pendant ces 7 mois que l'écosystème est fragile. Et Antoine Orsigne, dans l'anthropisation, il y a celle qui est directe et celle qui est indirecte. Alors, vous avez bien fait de préciser, parce qu'il y a 40 ans, on disait, c'est l'anthropisation, on construit un barrage, dommage pour EDF. Un rejet d'une station d'épuration qui fonctionne pas dans un village ou une ville. Bon, bref, ça c'est de l'anthropisation. Avant, on disait, ça c'est l'anthropisation. Et après, on disait, c'est le changement climatique. Aujourd'hui, on sait très bien que le changement climatique, c'est de l'anthropisation, mais de l'anthropisation indirecte. Donc aujourd'hui, il faudra faire avec ces deux aspects-là, anthropisation directe et anthropisation indirecte. Et il y a une autre conséquence, Antoine Orsigne, de ce dérèglement climatique, c'est la baisse de la quantité de l'eau, effectivement, mais il y a aussi une répercussion sur sa température. Alors, là aussi, c'est fondamental. Il y a une corrélation entre la température de l'air, n'est-ce pas, Patrick Rébiou, et la température de l'eau. Avec mon ami et collègue Christophe Mort, et on a quelques sondes de température, y compris à 2000 mètres d'altitude, où on voit qu'on obtient 26 degrés température de l'eau estivale à 2000 mètres. On est à 2000 mètres. On était à 27 degrés dans le Batavignano il y a 40 ans. On est maintenant à 33 degrés. Autrement dit, les eaux douces réchauffent la mer, alors qu'avant c'était l'inverse. Avant, je sais, quand on était gamin, on s'était baigné en mer, on allait se refroidir dans le Tavignal en remontant et se dessaler. Et donc voilà, donc aujourd'hui il y a ce problème-là, et ce problème de température, c'est aussi un problème grave d'oxygénation de l'eau et donc de déficit d'oxygène qui tue les poissons, pour faire court. Donc c'est vrai qu'il y a un impact aussi indirect par rapport à la température qui devient un gros problème, sans parler de prolifération d'algues
liées à la température. Je voudrais qu'on passe la parole à Pierre-Alain Ghiseano, doctorant en hydrogéologie à l'Université de Corse. Je vais vous laisser dire l'intitulé de votre thèse exacte, si vous le voulez bien. Merci et bonjour à tous. Alors moi je suis donc Pierre-Alain Ghiseano, je suis doctorant en hydrogéologie et hydrologie isotopique au sein de l'Université de Corse et du laboratoire des sciences pour l'environnement. Alors ma thématique de recherche, elle s'implique directement dans tout ce qui a été évoqué déjà en introduction. Je m'intéresse à la contribution des eaux souterraines. Donc on a vu, ça a été évoqué tout à l'heure, leur importance. Je m'intéresse à la contribution des eaux souterraines au débit des rivières sur le territoire, alors tout au long de l'année, mais en particulier pendant l'été. Ça a été évoqué, la saisonnalité, le climat méditerranéen fait que eh bien, on a une répartition des précipitations qui est différente. On a un étiage prolongé l'été. À cela s'ajoute aussi eh bien, une pression accentuée sur la ressource quand les niveaux sont les plus bas. Et s'ajoute aussi en fait le contexte méditerranéen et les problématiques liées au dérèglement climatique. Donc, s'impose à cela une nécessité, je dirais, de mieux caractériser, mieux comprendre comment tout cela fonctionne, puisqu'on aime bien souvent dire que ces eaux souterraines, eh bien, de par leur nature, elles sont invisibles, inaccessibles, donc difficilement appréhendables. Et c'est ce que nous essayons de faire par l'intermédiaire d'outils qu'on utilise au laboratoire, alors des outils chimiques et isotopiques. Ce sont des sortes de traceurs de l'eau, en fait, hein, qui vont caractériser la signature de toutes. Et tout à fait, en fait, et on considère que la plupart des réservoirs qui alimentent ces rivières, donc vous l'avez vu, dans le grand cycle de l'eau, on a la participation des précipitations, des eaux contenues dans le sol plus superficielles, mais aussi des eaux souterraines. On va considérer en fait que toutes ces eaux eh bien, contribuent à alimenter les rivières sous forme de mélange et que toutes ces eaux, tous ces réservoirs ont une signature particulière, reconnaissable, alors que ce soit en termes de chimie, mais aussi isotopique. Donc on va regarder en fait les composés intrinsèques de la molécule d'eau, les différents atomes. Par des analyses qu'on peut faire ensuite en laboratoire en échantillonnant ces eaux, on peut déterminer eh bien, toute l'année, et en particulier pendant les périodes qui nous intéressent, d'intérêt, on peut déterminer les contributions relatives de ces différents réservoirs. Et donc ça permet eh bien, d'apporter un éclairage sur ces processus qu'on retrouve et sur ces dynamiques qu'on retrouve dans le cycle de l'eau dans ce contexte. Et ce sont des outils qui sont un peu différents de ceux qu'utilise l'hydrologie classique, on va dire. Eh bien, ils sont, je dirais, différents dans le sens où, en fait, nous, on va vraiment s'intéresser à la signature chimique de ces eaux, c'est-à-dire la composition, hein, ce que vous pouvez retrouver sur les bouteilles d'eau, mais aussi la teneur en isotope. Et en ce sens, comme vous l'avez dit, on s'en sert comme étant des traceurs naturels des différents processus et des différents compartiments que l'on retrouve dans le cycle de l'eau. Avec deux fleuves, en l'occurrence, que vous étudiez, deux tests plutôt réalisés sur deux bassins, peu de recul pour le moment, 2 ans seulement. Que révèlent vos études et vos premiers résultats ? Alors, il y a des tests que nous avons fait donc de la recherche sur 2 bassins versants au sein du laboratoire, donc le Tavignane et le Fiumalt, et par l'utilisation donc des différents traceurs, on a pu mettre en évidence sur 2 années de cycle hydrologique complet que la contribution des eaux souterraines est très importante l'été. Alors, ça peut sembler bien sûr finalement relativement intuitif parce que ici l'été, il n'y a pas de contribution de la neige. Il ne pleut pas, pourtant ces fleuves-là sont pérennes, ils continuent de couler. Donc c'est que cette eau doit venir de quelque part. Donc on s'y attendait, mais c'est déjà, je dirais, un résultat important de le caractériser, de le mettre en avant. Donc où on a pu déterminer que ces eaux de rivière-là sont une contribution à hauteur de 90% d'eau souterraine, donc ce qui est quand même très important. Et on s'y attendait un petit peu moins. Pendant l'hiver, une contribution relativement aussi importante, donc ce qui de 50 à 60% sur les 2 bassins, donc ce qui, je dirais, rajoute vraiment de l'importance et une emphase sur l'importance de ces réservoirs, de cette contribution au débit des rivières toute l'année. Est-ce qu'à ce stade-là, vous souhaitez participer ou poser une question à nos 2 premiers intervenents ? François Casabianca, oui, je suis ici à titre de membre du CESEC. Oui, moi j'avais une question sur
finalement, on voit qu'on parle beaucoup on va dire, de précipitation, de ruissellement, de stockage, etc. En réalité, ces eaux souterraines, les nappes, sont un élément régulateur majeur. Et on n'en parle pas suffisamment, il me semble, y compris dans le débat public. Elles sont souvent négligées. Or, il me semble que c'est un point majeur de savoir comment elles se rechargent. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui? Est-ce qu'on peut disposer aujourd'hui d'une cartographie de ces nappes aujourd'hui et de leur niveau de rechargement? Ça, c'est ma première question. Et puis ma deuxième question, je suis frappé par le fait qu'on ne parle jamais de tout ce qui est forage et prélèvement, plus ou moins sauvage d'ailleurs, plus ou moins autorisés, plus ou moins légaux, sur ces nappes. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui, est-ce qu'on dispose d'une cartographie des forages qui sont réalisés en Corse et du niveau de prélèvement qui leur sont associés? Voilà mes deux questions. Eh bien, merci pour votre question. Alors, concernant le premier point, donc il est tout à fait possible, vous disiez si on peut caractériser les différents processus que l'on retrouve, à savoir le ruissellement, l'évaporation. On peut le faire par l'intermédiaire des outils qu'on utilise. Ça a été fait par des collègues au sein du laboratoire. Pour ce qui est de la répartition des forages à l'échelle insulaire, donc on travaille aussi avec différents organismes, donc le BRGM et notamment la Banque du sous-sol qui fait un état des lieux, je dirais, des forages à utiliser destination publique. Donc il y a parfois un suivi qui est effectué aussi par les contrôles de l'eau. Pour ce qui est, je dirais, des forages plus sauvages, c'est quelque chose sur lequel c'est difficile de se prononcer. Donc, pour tout ce qui est des forages, disons, voilà, publics, à usage public, il y a un suivi qui est effectué par les organismes adéquats. Antoine Orsini. Je ne vais pas parler, je ne suis pas hydrogéologue, mais j'ai déjà donné un chiffre qui n'a pas été trop discuté, voire des oppositions, sur ce que j'ai qualifié de forages inconnus. Dans les forages inconnus, il y a bien sûr les illégaux, mais je ne sais pas combien il y en a. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit l'évolution du prix de l'eau, on a tendance à vouloir faire un forage dans la région ajaxienne, en Balagne, région de Porto Vecchio, 4, 5 euros, 6 euros bientôt. Les gens veulent faire des forages, veulent faire des piscines aussi. On pourrait avoir ce truc. Mais donc, dans les forages inconnus, il y a même les forages, et je salue le maire Jean-Jacques Ciccolini, il sait très bien que quand il y a un forage dans sa commune, on va le déclarer, ce forage, mais il n'y a pas d'étude en amont. Puisqu'au-delà de certaines quantités, une simple déclaration commune. Je ne pense pas que les mairies en Corse ont un service d'hydrogéologue pour évaluer à partir du combien on va avoir des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, on a des problèmes. Dans la Marane, à force de tirer de l'eau, on tire du sel, on tire de l'eau salée. Alors moi, j'ai donné un chiffre, 10 millions de mètres cubes. 10 millions de mètres cubes. Alors, le BRGM avait sorti, je crois, 6 ou 7 millions. On va être à 10 millions de mètres cubes. C'était un peu sur un listing de forages par rapport aux privés qui les avaient fait, et puis surtout aux professionnels qui avaient fait ces forages. 10 millions, c'est quand même 10% de ce qu'on stocke. Un jour, il faudrait mettre sur la table aussi ce problème-là. Et ce problème-là, je ne suis pas contre les forages, même si je n'ai pas de forage. Je ne suis pas contre les piscines, même si j'ai une piscine. Mais je suis contre rien. Mais je suis qu'on mette tout sur la table, aussi on ne trouvera pas de solution pragmatique. Marie Garrido, pour un complément de réponse. Donc, l'espace humide de référence permet d'avoir une idée donc de ces espaces, de ces milieux humides potentiels. Alors il y a de l'avéré aussi grâce à des inventaires plus précis. Et Frédéric Huneau avait souligné en fait l'importance de cette cartographie puisqu'elle soulevait justement l'importance de ces eaux souterraines et potentiellement la représentativité. Et quand on fait le parallèle avec des cartes plus anciennes, non pas ni de surface, enfin plutôt de surface et pas souterraine, avec des cartes de 1950 qui ont été géospatialisées par rapport à l'IGN, on peut voir justement la disparition des eaux de surface et ça permet de faire le pendant.
voilà, c'est pas une cartographie des eaux souterraines comme on pourrait l'entendre avec un inventaire précis, mais ça donne déjà une image. Sachant que sur cet outil qui sera bientôt en ligne sur l'Observatoire régional des zones humides et le site de l'Office de l'environnement, il y a aussi les pressions et menaces sur ces espaces humides de référence. Gwenaëlle Baldovini, Office de l'environnement de la Corse. Oui, simplement pour ajouter un petit élément par rapport à l'intervention de Marie, il faut noter que cet espace humide de référence présente bien évidemment les zones humides potentielles, comme vous l'a dit Marie il y a quelques instants, mais il s'agit également de présenter les zones potentielles d'écoulement des flux. Donc il y a cette double lecture au niveau de cette cartographie qui sera très prochainement disponible. Alors, je vous propose de poursuivre. Marie Garrido, vous aviez la parole, gardez-la. Coordinatrice donc de l'Observatoire régional des zones humides de Corse. Moi, j'ai beaucoup aimé la présentation de Vanina Pasqualini sur cette notion de coût de restauration, coût de préservation, services rendus mis les uns en face des autres. Sur un plan économique, c'est peut-être important de poser ça en ces termes aussi. Alors, elle a très bien dit... Parler d'économie, quand on parle de biodiversité, c'est vraiment très compliqué. Justement, on n'aime pas mettre en parallèle de l'argent avec la biodiversité, parce que ça voudrait dire qu'on pourrait très bien compenser la perte qu'on va réduire par de l'argent. C'est pour ça qu'on a donné des chiffres très, très, très onds, parce que le pôle relais Lagune Méditerranéenne, donc je suis la charge de mission du pôle relais Lagune Méditerranéenne pour la région Corse. On avait présenté en fait cette diapositive lors d'un COPIN Natura 2000 à Zonza. Qui nous a permis en fait d'échanger et on m'avait demandé de donner des chiffres pour compenser en fait ces pertes, et l'idée c'était justement de ne pas donner un chiffre accessible relevé en fait à 1 hectare de perte. On peut le compenser par temps en euros, pour ne pas inciter en fait les gens à détruire en disant mais c'est pas grave, je paierai. Donc voilà. Donc c'est très compliqué. Ici, ma présence aujourd'hui, c'est plutôt pour faire un plaidoyer sur l'ensemble des zones humides qui sont présentes sur le littoral et l'ensemble de la région Corse. On peut peut-être les citer parce qu'il existe une typologie assez variée sur notre territoire. Alors si on prend la définition de Ramsar, ça va des lacs jusqu'aux tourbières, aux Potcines, mais également donc, en redescendant sur le littoral, on va retrouver des lagunes, les estuaires, jusqu'aux marins côtiers. 6 mètres de profondeur à peu près. Donc richesse écologique évidente, patrimoine naturel exceptionnel. Quelles menaces planent sur ces zones humides ? On a déjà bien cité pas mal de ces menaces. On a la pression anthropique, donc on a parlé du cycle des nutriments, donc l'apport de nutriments excessifs, l'eutrophisation. On a aussi, par rapport au contexte climatique très tendu, l'assèchement, mais également peut-être la submersion aussi marine qui va donc provoquer, avec l'évaporation plus importante en été, des sursalinisations qui vont impacter aussi bien la distribution d'eau potable que la recharge en eau des nappes phréatiques, mais également la biodiversité de manière plus large. Donc là, on est complètement dans la thématique de cette première table ronde. Comment l'évolution climatique impacte-t-elle les milieux naturels tributaires de l'eau ? Et Frédéric Huneau, c'est appesanti sur cette notion-là. Souvent, on pense à l'eau finalement comme une ressource. On en a besoin, certes, pour les usagers, au détriment un petit peu de l'eau comme milieu de vie. Exact. Alors, j'ai bien noté un volume nécessaire à la fonctionnalité des écosystèmes, mais en fait, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que on veut toujours savoir combien on peut laisser d'eau à la biodiversité, à l'écosystème en général. Mais en fait, Vanina l'a très bien montré dans sa présentation, les zones humides et les zones humides littorales remplissent énormément de services écosystémiques. Donc en fait, c'est combien il resterait pour l'humain. Mais c'est pas l'inverse, c'est bien combien on doit laisser pour la biodiversité. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair, mais... Ça l'est. Mais du coup, en termes de gestion, comment on procède ? Est-ce que vous avez des pistes de réflexion ? Ah non, j'ai pas de solution. J'ai pas de baguette miracle. Une conclusion de tour de table et puis ensuite tout le monde se sera exprimé et je reviendrai à l'assistance pour d'autres questions. Je voudrais vous donner la parole, Sabrina Etourneau, donc chef de la réserve naturelle de l'étang de Bigoulia. Vous représentez la collectivité de Corse. Même question qu'à Marie à propos des zones humides sur cet étang. Que constatez-vous finalement au niveau des dégâts qu'occasionnerait un changement climatique ? Alors, pour repréciser un petit peu le contexte, donc la réserve naturelle, ça représente la plus grande zone humide de Corse.
L'étang de Bigouille, c'est le plus grand étang côtier de Corse également. Et c'est aussi une réserve naturelle située dans un milieu périurbain où on a une accumulation de beaucoup de pression. On a le plus grand bassin de vie de Haute-Corse, donc avec le Grand Bastia. On a plusieurs zones industrielles et commerciales présentes sur son bassin versant, donc il fait à peu près 180 km². Nous avons des sites Céveso au nord et au sud. Et on a également sur notre proximité de la réserve naturelle 2 grosses zones d'alimentation en eau potable, donc du Grand Bastia et de la communauté de communes également Maranagolo. On est relié au plus grand fleuve de Corse également. Donc, c'est un site qui est très particulier en termes de gestion. Elle est intéressante, cette présentation, parce que finalement, on sent que vous êtes au confluent de pas mal d'actions et c'est un peu un fonctionnement d'exutoire, quoi. Alors, on a un fonctionnement d'exutoire, on a un fonctionnement très très complexe, un fonctionnement hydraulique très complexe, qui est difficile, on va dire, en temps normal, puisque on a quand même pas mal de choses. Et effectivement, le changement climatique, lui, vient compliquer encore plus. C'est-à-dire que de plus en plus, on voit que... alors, on parle beaucoup d'eutrophisation, donc on voit que les périodes qui étaient finalement les plus critiques pour l'étang, pour les milieux aussi qui sont connexes, avant, ça se limitait à la période estivale, 2-3 mois dans l'année. Depuis quelques années, avec le changement climatique, on voit que de plus en plus, eh bien, on a des phénomènes qui habituellement se déroulaient en été, eh bien, on commence à les voir apparaître à la période hivernale. Donc ça commence à amener un petit peu des changements qui sont perceptibles. Tout d'abord ponctuellement, et de plus en plus on voit que, comme en montagne, les périodes de forte chaleur, d'oxygénation faible, s'étendent. L'année 2022, on en a parlé beaucoup, c'est une année qui a été exceptionnellement, on va pas dire dramatique, parce qu'on a quand même réussi à éviter le pire, mais qui a été particulièrement difficile et qui malheureusement nous laisse craindre que ça soit le nouveau modèle que l'on va rencontrer de plus en plus pour les milieux naturels, et notamment les milieux humides qui sont fortement dépendants de cette eau, de la quantité d'eau et de la qualité de l'eau. Concrètement, comment vos équipes se mettent-elles en ordre de marche pour jouer aux pompiers finalement, pour essayer d'éteindre les feux là où ils se présentent? Alors c'est très difficile parce que, comme on l'a dit, on est un exutoire. Faudrait que ce soit fait en amont finalement, la gestion de ces problématiques. Il y a 2 pendants. Donc l'amont qui permet effectivement de gérer les activités sur le bassin versant, de gérer la ressource en eau sur le bassin versant, à la fois en termes de quantité et de qualité. Et nous, directement sur le terrain, alors on agit principalement sur l'acquisition de connaissances. L'acquisition de connaissances qui est très importante parce que ça nous permet de suivre les évolutions des milieux, de pouvoir aussi essayer de réagir lorsqu'on constate quelque chose qui ne va pas. Alors l'action, bien évidemment, elle va être limitée. On va essayer de jouer sur les connectivités avec la mer notamment. Après, de rétroagir aussi sur un petit peu la gestion des eaux qui est faite au niveau du bassin versant. Donc, en fait, c'est complexe. Vous avez peu de variables d'ajustement. Il y a très peu de variables d'ajustement. Et le changement climatique, lui, par contre, il est prévisible et imprévisible. Puisque ça va dépendre de tellement de choses quand on regarde le fonctionnement hydrologique complexe de la lagune. Parce qu'on parle beaucoup de la lagune, mais il faut aussi parler des milieux qui sont connectés, les roselières, les systèmes de vasières, de marais salés aussi, et qui sont fortement dépendants, et toute la biodiversité qui est en cascade.
Par exemple, on va parler de roselière. La roselière, à certaines périodes de l'année, elle aime bien avoir un petit peu d'eau pour les oiseaux qui ne vont pas apprécier le même niveau d'eau pour différents usages, que ce soit l'hivernage, la reproduction. Certains habitats vont pas trop aimer le sel, d'autres vont le tolérer et vont pouvoir un petit peu s'acclimater. Et donc tout ça, on est finalement dans un perpétuel équilibre qu'il est très difficile de définir et donc de contrôler. Antoine Orsini souhaitait compléter. Oui, je voulais revenir sur le rôle fondamental des zones humides et ce qu'on peut en tirer, nous. Je rappelle toujours que les crues catastrophiques, ça coûte cher, très cher, plusieurs milliards d'euros. Quand on fait depuis 20 ans ou 30 ans, ça fait plusieurs milliards d'euros. Et aujourd'hui, il y a des solutions basées sur la nature, dont la protection de ces zones humides, des zones d'expansion de crues en amont. Dès qu'on a une zone humide, il faut... Donc voilà, ça, le rôle d'éponge. J'ai apprécié ce que tu as dit, Sabrina, sur c'est prévisible et imprévisible à la fois. C'est-à-dire, c'est prévisible parce qu'on sait que les événements extrêmes, je passe au contrôle de mon ami Patrick Rébillou, les événements extrêmes vont avoir une amplitude et une fréquence importante. Événements extrêmes, ça va être... Tout à l'heure, je parlais de 2 mois d'étiage, période de basse eau dans les rivières. Aujourd'hui, c'est 7 mois. Les rivières, c'est pareil, elles coulent pas, mais quand elles coulent, elles coulent. Voilà. Quand elles coulent, elles coulent. Je dirais, comme il pleut mal, je peux parler de distorsion spatio-temporelle sur les précipitations, mais pleut mal, c'est plus simple. Donc voilà, ça, je crois que c'est important. Et pour revenir sur une proposition, quand on dit, et tu l'as très bien dit, Marie, il faut pas se dire combien je dois laisser un peu. Parce que dans les rivières, il y a la loi. La loi, il dit, quand on fait un ouvrage, il faut laisser 10% du module, c'est-à-dire 10% du débit moyen annuel du cours d'eau. C'est un calcul simple. Bon, moi je me dis qu'il y a des endroits, 10%, ça suffit pas. Voilà. Je me dis que dans des endroits, 10%, ça suffit amplement. Ça dépend. Moi, j'ai eu à faire dans des ouvrages EDF des endroits où on avait travaillé avec Christophe. On avait dit, bon, là, le débit réservé, on n'a jamais vu autant de bestioles. Par contre, quelquefois, 10%, ça va pas. Donc, tout à l'heure, le président Giovanna Angeli parlait d'autonomie. Je crois que si un jour, il faut revoir quelque chose, ce sont les débits qu'il faut laisser pour l'écosystème. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faudra peut-être laisser moins ou plus. Je ne veux pas faire bondir ni EDF, ni les agriculteurs, mais il faut peut-être faire du cas par cas. Avez-vous des questions à ce stade-là de la table ronde? Merci, Paul Corsimo, Innovéol. 3 petites questions très rapides. Est-ce que parler de changement climatique n'est pas une manière de cacher l'incidence désastreuse de certains humains sur le cycle de l'eau? Deuxième remarque, tout ce qui paraît illimité et peu onéreux est systématiquement gâché par l'homme. Comment jouer sur le prix de l'eau pour surtaxer ceux qui remplissent des piscines et laisser un accès pour ceux qui en ont un besoin vital? Et dernier point, qu'en est-il de la législation concernant l'utilisation des eaux grises? Merci pour vos questions. Alors, je vais tenter la première. Une façon... Parler de changement climatique, c'est masquer autre chose. C'était ça. Non, mais dans la présentation qui a été faite juste avant qu'on intervienne, le changement climatique se surajoute à beaucoup de choses qui ont été faites, dont l'anthropisation sur de nombreuses années. Le problème, c'est que maintenant, ça complexifie. Je ne pense pas du tout que c'est pour cacher qu'autre chose, c'est que c'est une réalité et que ça complexifie. Qui se surajoute à d'autres. Exactement. Je veux dire, l'assèchement des milieux, c'est du fait des débits qui sont de plus en plus diminués, voire moindres, voire plus du tout sur certaines périodes. Oui, les ouvrages, donc l'anthropisation par le passé, avaient déjà eu des conséquences, mais là, c'est pire. C'est pire du fait du changement climatique ou du dérèglement. Toujours l'homme, dans les 2 cas? Complètement, oui, bien sûr. D'accord. Mais le dérèglement climatique est aussi naturel. On l'a vu par le passé dans des temps géologiques qui ne sont pas perceptibles par l'homme. C'est juste qu'il a été accéléré. Enfin, là, il faudrait reprendre les bases du changement climatique, mais je ne crois pas qu'on ait le temps aujourd'hui. Mais l'homme, bien évidemment, a accéléré en fait ce dérèglement.
On va venir à la tarification de l'eau dans les tables rondes de cet après-midi. Je vous mets très à l'aise pour avoir un peu préparé avec les différents invités les tables rondes à venir. On n'éludera pas cette demande. Et la troisième question donc de Monsieur Antonin. Avant la troisième question, je veux dire, nous scientifiques, on n'élude pas le problème. Tout à l'heure, on l'a bien dit, et tout à l'heure, tu l'as bien dit, Isabelle, on parle d'anthropisation directe et indirecte. Je vous ai dit, je l'ai repris, j'ai dit il y a 20 ans, on disait c'est l'anthropisation, c'est le changement climatique ou c'est l'anthropisation. Aujourd'hui, on dit anthropisation directe et indirecte, c'est-à-dire on met l'homme au milieu de tout. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus de climato-sceptiques. Bon, après, j'ai vu Patrick Rebiou qui allait bondir après ce qu'a dit Marie. Ça va, si on remonte il y a 300 millions d'années, et il y avait 16 degrés de plus qu'aujourd'hui. Bon. Mais non, nous, on parle de ce qui se passe en 100 ans. Alors après, la question, elle est éminemment politique au sens noble du terme. Vous avez raison. Mais aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience, y compris de la problématique des piscines. Il y a des élus, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution de dire on ne construit plus de piscines, mais il y a des élus aujourd'hui qui disent, parce que moi je suis pour des solutions. Pour les piscines, moi j'ai préconisé, celui qui construit une piscine, il doit stocker dans son vide sanitaire, au moment où il construit sa maison, parce qu'on ne fait pas de piscine dans la vieille ville de Corté, celui qui construit stocke 2 fois le volume de piscine dans une espèce de bâche souple, comme vous savez les bâches vertes des FCI. Voilà, il y a des solutions, mais il faut les mettre sur la table. Alors après sur les eaux grises, alors est-ce que vous voulez que j'évoque en 2 mots ou en 2 heures la réutilisation des eaux usées traitées? Vous n'avez pas 2 heures. Mais voilà, donc c'est toujours quelque chose de fondamental. Vous savez, quand je visite, et quand on fait la visite avec Christophe et nos étudiants du Master-O, la grande station d'épuration intercommunale du Grand Bastia, je dis toujours, comme disait Martin Luther King, I have a dream, je rêve de tourner le tuyau, de le balancer vers la plaine orientale. Parce que pendant longtemps, je disais, il y a 5 millions de mètres cubes qu'on rejette à la mer et traités, parce qu'il ne faut pas polluer. Ben, en fait, il y a 7 millions de mètres cubes. Bon, c'est toujours 7 millions. Donc, vous avez raison, dans les solutions, il y a du stockage, mais moi, je ne mets pas en premier le stockage. Je mets les économies d'eau, et après, je mets dans les eaux, les eaux usées, c'est aussi quelque chose de fondamental. On évoque l'afflux touristique et la consommation par les touristes. Je dis, les touristes arrivent avec l'euro dans leur vessie. Oui, moi j'avais une autre remarque et donc une autre suggestion à vous faire. C'est sur la question des sols, parce que je trouve que c'est une thématique qui passe un peu vite. On a parlé beaucoup de géologie. Je pense qu'on ne parle pas assez de pédologie, c'est-à-dire de la capacité de rétention des sols. Bon, aujourd'hui, les sols, on sait que c'est devenu une problématique extrêmement importante, puisque on a zéro artificialisation nette. Aujourd'hui, c'est une politique publique qui a été énoncée, même si aujourd'hui la Corse n'est pas dans zéro artificialisation nette, il faut le savoir. La tendance sur la décennie passée, nous avons perdu encore des sols, bien sûr. Et parallèlement à ça, on parle beaucoup d'espaces stratégiques agricoles, puisqu'il y a les fameux ESA, qui sont issus du PADUC, et qui permettent de, on va dire, préserver une capacité d'utilisation de ces sols pour des usages agronomiques, puisque c'est souvent la profondeur de sol, la pente, etc. Il y a tout un tas de critères qui sont pris en compte pour les définir, bien sûr. Il me semble qu'on passe sous silence leur capacité à réguler les quantités d'eau qui sont récupérées par la Corse, et en particulier le rôle qu'ils peuvent jouer. Je dirais c'est un rôle d'éponge, puisque quand on a un sol profond, on récupère de l'eau, on la stocke, ensuite par percolation, elle va venir approvisionner des nappes souterraines dont nous parlions tout à l'heure. Donc elle joue un rôle extrêmement important, puisque aujourd'hui, ne pas avoir de sol, c'est finalement avoir de l'érosion, effectivement de la sédimentation plus loin, mais cette capacité de stockage qui est très très fortement réduite. Donc cultivons les sols, et en cultivant les sols, on cultive l'eau, finalement, quelque part. Voilà. Et je pense que c'est une suggestion que je vous fais, de rentrer cette question des sols dans la panoplie de solutions,
parce que pour moi, si vous voulez, c'est un rôle fondamental. On le sait aujourd'hui, hein, c'est un rôle fondamental aussi dans le stockage du carbone, hein, puisque un sol avec matière organique, ça stocke du carbone, hein, bien sûr. Mais du coup, prenons en compte cette fonction de stockage de l'eau. Et je pense que en Corse, nous avons là un réservoir important, un gisement important de solutions qui aujourd'hui ne sont pas vraiment prises en compte à leur juste niveau, de mon point de vue. Merci François Casabianchi pour la question. On va peut-être passer la parole à Pierre-Alain Ghiziano, qui est doctorant en hydrogéologie et dont finalement on n'a pas évoqué l'intitulé de la thèse, comme promis tout à l'heure, dynamique de la contribution des eaux souterraines au bilan hydrologique des bassins versants méditerranéens, avec comme sous-titre approche géochimique et isotopique sur plusieurs fleuves corses. Tout à fait, merci. Eh bien, vous avez raison. En fait, c'est vrai que le sol, c'est déjà un milieu difficile à caractériser parce que hétérogène par nature. Et surtout, je dirais que selon la casquette que l'on peut avoir, la finalité n'est pas la même. Alors, vous avez parlé de la réserve utile. Donc là, ça va plutôt intéresser effectivement les agronomes, Voilà, tout à fait. Mais ça intéresse aussi l'hydrogéologue, vous avez raison, parce que ces sols-là, ils vont recueillir les premières pluies, donc ils vont s'infiltrer et qui peuvent avoir des capacités importantes. Donc c'est aussi un compartiment, je dirais, que l'on doit considérer et aussi mieux appréhender sa nature complexe. François, tu as parfaitement raison, mais parce que tu es agronome. Il y a une publication dans Nature l'an dernier qui parlait d'eau bleue utilisée par l'homme et d'eau verte utilisée par la végétation. Et j'ai lu une deuxième publication, Pédologie, qui parle du mycélium des champignons. Non, c'est la partie souterraine et microscopique des champignons. Et dans le mycélium, il y a plein d'eau. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a même des agriculteurs aujourd'hui qui labourent plus pour éviter de casser le mycélium. Donc aujourd'hui, dans cette eau verte, on creuse pas assez, il faudra qu'on y arrive. Bravo pour le respect du chrono. La parole est à Georges Guironnet, l'un des pionniers de la production d'énergie solaire en Corse. Je suis autodidacte en matière d'eau, je suis plutôt spécialisé sur l'énergie. Je voulais répondre un petit peu à Paul, mais c'est sur le principe de la vulgarisation, de la communication quelque part. C'est qu'il ne faut pas stigmatiser les gens qui ont des piscines parce que l'usage est absolument marginal. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas réglementer, et je retiens tout à fait l'idée aussi d'Antoine, de dire que chacun soit responsable de son usage, de sa volonté de jouir d'un bien, et bien qu'il fasse sa propre réserve en amont. Ça, sur le plan urbanistique, c'est assez facile à imposer que systématiquement, il y ait effectivement un usage, cette préoccupation du stock. Pour l'utilisation pareille de l'eau potable, c'est un peu bête d'envoyer de l'eau potable dans des toilettes. C'est la même chose. Là, on a un gaspillage absolument incroyable. Mais je voulais revenir sur ce que disait Paul en termes de compréhension, quelque part. On est contre les piscines comme on va être contre les jets privés. C'est absolument l'arbre qui cache la forêt. La totalité de l'aviation, des émissions de gaz à effet de serre par l'aviation, c'est la moitié des émissions du numérique. Et il y a des choses comme ça très discrètes. Et là, nous tous, on est tous en train de communiquer. Rien que ce qui part de cette salle, c'est quelque chose d'incroyable en termes de gaz à effet de serre dû au numérique. Donc c'est un point de communication sur le bon sens. Il ne faut plus respirer. Non, mais simplement, ce qui me préoccupe toujours, je suis admiratif de la compétence, j'ai beaucoup aimé les graphiques, etc. J'ai appris plein de choses. Mais c'est qu'est-ce qu'on peut faire passer auprès du grand public comme image pour qu'ils se sentent responsables et que chacun, à son niveau, apporte une solution aussi petite soit-elle, parce que c'est l'addition, effectivement, de ces petites rivières qui font les grands fleuves et la mer. Et toutes les connaissances scientifiques, il faut absolument arriver à les vulgariser et à les rendre digestes, opérationnels. Donc, comment, ça serait un peu ma question, si vous voulez, comment rendre opérationnels tous vos travaux de très grande qualité pour le commun des mortels ? Au sein de l'Office de l'environnement, on a créé des espaces d'échange qu'on a appelés des plateformes à destination de différents acteurs. Alors, on a la plateforme recherche-gestion. Donc là, on est vraiment lié sur des acteurs en lien donc, aux sciences, du moins les chercheurs ou alors les scientifiques de manière plus large, et les gestionnaires ou les décideurs. Ensuite, on a des plateformes élues
parce que en fait tout passe aussi, ça a été dit ce matin, par les décisions politiques, donc la gouvernance qui a un poids, même si je suis d'accord avec vous que c'est l'addition de petites actions qui peut faire bouger les choses, il y a aussi beaucoup la volonté politique. Ensuite, on a une autre plateforme, éducation à l'environnement, et c'est effectivement quelque chose d'essentiel. Je pense que l'ensemble des acteurs qu'on côtoie, qui font de l'éducation à l'environnement, vulgarisent l'ensemble des travaux qu'on peut amener et essayer de digérer pour eux avant cette transmission. C'est des actions qui existent depuis des années. Je veux dire, ça se jouait déjà au temps de Cousteau et même bien avant. Malheureusement, voilà, il faut que c'est des actes citoyens après. Et, je pense qu'il faut que l'ensemble des citoyens prennent la mesure en fait de leur impact. Bon, les universitaires, on nous voit sur les plateaux à la télé, il y a des conventions avec le parc Gallet. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour le public, c'est pas que pour les scientifiques. Donc on a des actions, mais je pense que Doumé, il le dira mieux que moi. Non, je complète et je vous rejoins tout à fait sur la question qui a été posée. La meilleure façon d'agir sur ce point de vue, c'est via l'éducation. Donc, à l'heure actuelle, les universités sont investies justement d'une mission supplémentaire. On est labellisé, y compris à l'Université de Corse, sur la labellisation Sciences avec et pour la société, où on est chargé de vulgariser et de faire passer, bien entendu, des messages au niveau scientifique vis-à-vis de toute la population, et en particulier des scolaires. On voit très bien que ça fonctionne, notamment sur la question du tri. Pour parler des déchets, puisqu'il y a une grosse volonté de l'éducation nationale de porter cette sensibilisation au niveau des scolaires, et on voit que les nouvelles générations sont beaucoup plus sensibles que les anciennes à cette question-là. Je pense que pour l'eau, qui est également une ressource donc très, très importante, je pense qu'il faut avoir le même modèle. Et donc nous, on peut agir, comme l'a dit Antoine, sur des manifestations d'un point de vue médiatique au niveau des écoles pour faire passer des messages, mais hyper vulgarisés. Bon, j'ai trouvé que la keynote déjà de départ était très vulgarisée, donc ça permettait d'avoir des éléments d'information assez clairs. Donc moi, je pense que c'est par ce biais-là qu'on peut le faire, parce qu'en fait, à l'heure actuelle, dans la communication, on voit bien qu'il y a des messages. Vous avez fait référence à la question des piscines. Voilà, c'est vrai que ça peut interroger, mais tout de suite, c'est un élément médiatique qui prend le pas sur quelque chose de beaucoup plus global sur lequel on devrait mettre l'accent. Moi, ma question, elle rejoint un peu ce point-là. Je pense qu'elle n'est pas trop en lien avec l'atelier, mais comme je ne serai pas là cet après-midi, je préfère la poser. Antoine a fait référence notamment pour les piscines à l'obligation peut-être de mettre en place des stockages. Je voulais savoir s'il y avait des exemples. On a dans le bâtiment des prérogatives et on crée des expérimentations, notamment sur les bâtiments zéro énergie ou zéro carbone. Est-ce qu'il y a par exemple des expérimentations qui sont faites notamment dans les expérimentations agricoles où il y aurait des exploitations qui seraient à coût stable en termes d'exploitation, c'est-à-dire la possibilité, comme l'a dit François Casabianca, de voir un peu quelle est la possibilité ou l'afflux d'eau pendant une période et ce qui est dépensé en irrigation avec du stockage de manière à les rendre indépendantes. Je ne sais pas si je me souviens. Ouais. Cher Président, tout à l'heure, quand je prenais les exemples de récupérer l'eau de ruissellement sur un toit pour remplir une piscine, quand on parle de domaine agricole, on n'est pas sur le même volume, hein. Des volumes beaucoup plus importants. Même si on fait des économies, on peut les réduire, ces volumes. Donc, je vais parler de ce qu'on peut faire en ville, y compris pour les piscines, c'est les eaux de ruissellement, c'est de récupérer. Alors, souvent, on se plaint qu'on a trop artificialisé les villes et donc c'est imperméable. Ben, cette eau, ou on peut rendre perméable, ou alors on stocke l'eau. Pour le milieu agricole, il faut d'abord commencer par le côté économie d'eau. Économie d'eau, le goutte à goutte, tout ce qu'on veut, réduire les pertes dans les réseaux, c'est une évidence. Après, moi, je crois
au petit stockage. Aujourd'hui, et je crois que la politique territoriale, c'est ça, c'est pas de grand barrage. Alors je dis pourquoi? Un grand barrage, ça coûte cher, ça prend du temps et c'est un impact écologique. Alors qu'une retenue collinaire, et je crois que la gestion de notre eau, il faut la faire à petite échelle. À petite échelle, parce que dire le tuyau en plastique qui arrive de 100 km, je caricature toujours, hein, aux Émirats Arabes Unis, ça arrive de 600 km. On ne sait pas d'où elle vient cette eau. Moi, je suis pour qu'il y ait des retenues collinaires dans chaque bassin versant en disant, regardez votre eau. Bon, et c'est pour le public, hein, pour la population, pour le peuple, c'est important d'avoir sa ressource pas loin. Allez-y, je vous en prie. Sophie Garonne, doctorante en histoire des jardins à l'Université de Corse. Donc, je voulais avoir un petit témoignage, en fait. Là, les jardins que j'étudie, ils sont construits autour des sources temporaires qui étaient à l'étiage, au plan terrier, fin 18e. Ils étaient pendant 1 mois, 3 semaines à l'étiage. Là, cette année, elles ne sont pas réapparues. Et j'aurais aimé connaître à peu près les quantités le volume, qu'est-ce que vous appelez petite échelle de stockage. Et j'aimerais avoir aussi vos avis sur les forages et la législation, l'encadrement de toutes ces pratiques. Voilà. Merci. On a commencé à aborder le point des forages. Oui. Pardon, je suis arrivée entre-temps et voilà. Pardon. La pédagogie, c'est aussi l'art de répéter les choses. Voilà. Non, rapidement, après je reviens sur les forages encore plus rapidement. C'est vrai que là, vous évoquez des jardins, aujourd'hui des jardins partagés, mais avant, à l'époque, ils étaient déjà partagés. Donc ce sont des très petits volumes, on parle de jardins potagers, on ne parle pas d'agriculture, hein, donc c'est de faire la différence. Après, où vous avez malheureusement raison, c'est qu'on voit que la plupart des sources qui apparaissaient, sources et fontaines qui apparaissaient sur le plan terrier, sont aujourd'hui à sec pendant 6 mois. Moi, je vois même dans la Restonne, les gars, c'est pas quand même la plaine orientale où il fait très chaud. Vous avez raison. Et sur les forages, je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, la législation, elle suffit pas. Elle suffit pas, puisque à partir d'un petit volume, vous faites un forage pour remplir une piscine, hein, ou pour arroser votre jardin potager, il suffit de déclarer à la mairie. Mais ça suffit pas, une fois que vous avez déclaré à la mairie. Aujourd'hui, le danger, c'est que dans la commune, il y a 100 personnes, il y a 100 forages. Le 101e, ça sera la catastrophe. Quand on est surtout en plaine, ça sera tout le monde. Les 101 personnes vont tirer de l'eau salée. Aujourd'hui, ce qui nous pend au nez, alors ça nous pend pas au nez, c'est déjà arrivé dans la Marane. Hein. S'il y a des gens de la Marane, ils pourront confirmer. Oui, je pense. Merci pour votre question. Morgane Millet. Oui, bonjour, Morgane Millet, je suis coordinatrice de la chaire Mutation Innovation Territoriale. En fait, j'aurais plus une question sur la gestion de ces écosystèmes. Comment on suit le bon fonctionnement de ces écosystèmes? Quels en sont les indicateurs de suivi? Qui sont les usagers de ces espaces-là? Et comment, en fait, on peut gérer la fréquentation? Est-ce qu'il y a déjà besoin de la gérer? Et puis, vous disiez que du coup, c'est des espaces qui sont tributaires de territoires beaucoup plus grands, avec une grande diversité d'acteurs. On risque de déflorer un peu ce qu'on dira cet après-midi. Comment vous pouvez interagir avec ces acteurs-là et à quelle fréquence? Comment vous arrivez en fait peut-être à les influencer sur le rôle essentiel de ces écosystèmes? Et les regards sont tournés vers Sabrina et Tourneau pour la réserve naturelle de l'étang de Bigoulia. Alors, sur la première partie, comment on peut, en fonction des différents milieux, disposer d'indicateurs de qualité qui nous donnent des informations sur la qualité de l'eau, des différents peuplements, ce qu'ils indiquent aussi si ça va bien, si ça va pas trop. Donc sur ça, on a quand même, en termes de suivi, différentes méthodes qui nous permettent, enfin du moins en Lagune, hein, après sur les autres milieux, je pourrais pas me prononcer, mais différents indicateurs qui, à partir de suivi, nous permettent de dire, où est-ce qu'on se situe. Sur ensuite notre capacité à agir en termes de gestion, on l'a dit, hein, ça dépend énormément de la gestion en amont qui est faite.
Et là, on dispose d'outils. Alors nous, au sein de la réserve naturelle, donc au niveau du plan de gestion, donc on va définir des objectifs, des opérations qui vont nous permettre d'arriver à ces objectifs. Et en amont, là, on est beaucoup sur un panel beaucoup plus large et on passe surtout sur les commissions locales de l'eau, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, qui sont des instances qui vont réunir différents acteurs, donc que ça soit des politiques, des usagers, des experts, et qui doivent définir finalement une politique de gestion de l'eau à l'échelle du bassin versant, puisque c'est l'échelle qui est quand même la plus pertinente pour gérer. Et donc, où là, normalement, on doit avoir une interaction forte et des prises de décision qui doivent se faire de manière interdisciplinaire et pluridisciplinaire. Voilà. Après, en termes de fréquentation, oui, effectivement, nous, sur la réserve naturelle, alors ça change d'autres secteurs. La fréquentation, elle est assez variable. Par contre, les usages, la fréquentation du public, on va dire. Par contre, l'usage, lui, il est beaucoup plus diversifié puisqu'on a des activités liées, par exemple, à la pêche professionnelle. Nous avons de l'agriculture. Alors, directement sur le périmètre, on a plutôt de l'élevage, mais en périphérie immédiate, on a vraiment du maraîchage, de l'arboriculture, où là, effectivement, la gestion de l'eau est plus délicate, on va dire. On a également des usages de prélèvement d'eau potable. On a de l'industrie aussi. Donc, les usages sont très variés et effectivement, on doit vraiment passer sur une gouvernance qui nous permettrait normalement de limiter, adapter et de faire en sorte qu'on soit toujours dans le bon usage de l'eau. Je reviens un petit peu sur ce qui a été dit précédemment. On nous pose beaucoup la question de dites-nous combien on doit laisser d'eau dans la rivière pour que la lagune se porte bien. C'est quelque chose que nous sommes dans l'impossibilité de définir, de dire. Parce que ça dépend de tellement de paramètres. Ça va dépendre de la connexion avec la mer, ça va dépendre de la température, ça va dépendre de la pluie, ça va dépendre aussi de la qualité des apports que l'on va avoir, parce qu'on parle beaucoup de quantité, effectivement, c'est important, quelle quantité d'eau on a, mais la qualité de l'eau, elle est également importante. Donc on a une telle combinaison de facteurs que finalement, la question qu'on pose, combien il vous faut d'eau, c'est impossible. On pourra sortir, je pense, toutes les modélisations qui peut exister, ça répondra pas. On ne pourra pas répondre à cette question-là. Et est-ce que la question combien il vous faut de fréquentation, on peut la poser? Est-ce que celle des quotas est pertinente? Alors, celle des quotas sur certains espaces, bien sûr qu'elle est pertinente. Parce que on sait très bien qu'on a des millions, ce qu'on appelle les capacités de charge, qui sont en fait jusqu'à combien le milieu peut accepter pour se maintenir. C'est toujours pareil, la capacité de charge, elle est très difficilement appréhendable en fonction du contexte. Donc sur certains écosystèmes, notamment les écosystèmes littoraux, très fréquentés, très appréciés du touriste, effectivement, il y a une nécessité d'établir des quotas pour ne pas mettre en péril les écosystèmes. Alors bien sûr, où se situe l'équilibre? Ça, c'est toujours délicat à dire et à définir. Mais nécessairement, arrivé à un certain point, on est obligé. Du coup, c'était pour compléter les propos de Sabrina, donc, qui parle d'un milieu qui est déjà classé en réserve naturelle et où il y a énormément d'études depuis de très nombreuses années, par l'université, entre autres, par les gestionnaires, par d'autres universités extérieures. Voilà, c'est fait vraiment l'objet de beaucoup d'études qui rentrent dans le cadre de directives, notamment la directive cadre sur l'eau, et qui a mis en place, à travers l'IFREMER, donc de très nombreux suivis sur du très long terme, depuis au moins 20 ans. Et on a du coup des reculs suffisants
pour pouvoir apporter des éléments de réponse sur l'état de l'écosystème, la résilience ou pas. Il faut encore les compléter. Donc, il y a une thèse qui s'est soutenue il n'y a pas longtemps et qui apporte encore des éclaircissements sur cet écosystème qui est déjà très étudié. La politique de l'Office de l'environnement sur le littoral, sur les lagunes, pour compléter en fait les propos de Sabrina, puisque vous parliez d'indicateurs de fréquentation sur le littoral. On a énormément en fait de sites, même Frédéric en a parlé légèrement, il a cité 4 masses d'eau de transition, donc ce sont les fameuses masses d'eau DCE. En Corse, on a plus de 95 en fait, petits systèmes lagunaires. Donc entre 4 et 95, le laps, enfin, la fourchette est très grande. Et donc le choix de l'Office, c'était d'œuvrer en fait, sa stratégie, c'est d'aller sur ces petits systèmes pour essayer de les comprendre, puisque là, on n'a aucune connaissance, puisqu'on a compris qu'il fallait des suivis. Donc, on a mis en place des suivis sur le long terme pour essayer de comprendre, voir l'impact anthropique qu'on ne connaissait pas déjà, et l'impact surajouté donc du changement climatique, du moins du contexte climatique tendu sur ces systèmes. On a parlé de milieux temporaires. Justement, on s'aperçoit que ces petits systèmes sont d'autant plus menacés par cette temporalité qui fait face aux augmentations de température. Donc, les indicateurs qu'on essaie de mettre en place, qui ont été développés il y a plusieurs années, ne répondent pas, par exemple, ou ne répondent pas comme il le faudrait sur ces petits systèmes. Donc, voilà, donc il y a tout à faire, vraiment beaucoup d'améliorations de connaissances à apporter pour pouvoir mieux les protéger, les préserver et les restaurer. Sachant que, bon, on parlait de fréquentation sur le littoral et la fréquentation sur ces zones, même si c'est des lagunes, généralement on va moins vers les milieux lagunaires, mais c'est proche, donc très très proche des plages, des plus belles plages dans l'extrême sud, donc du coup inévitablement elles font l'objet de pressions importantes. Et autre difficulté aussi, la réserve naturelle de l'étang de Bigoules, c'est la propriété de la collectivité de Corse. Les petits systèmes dont je parle, beaucoup d'entre eux sont des propriétés privées. Et c'est encore plus compliqué parce que comment réglementer ou comment faire appliquer une réglementation qui existe pourtant à travers d'autres directives, comme la directive Habitat Faune Flore, et malgré le fait que ce soit donc des propriétés privées où on n'a parfois pas du tout accès en fait à ces propriétaires, puisqu'ils sont même pas sur la région Corse. Quid des zones en montagne? Parce que je savais que je suis têtue, oui. Antoine. Merci Isabelle. Oui, votre question elle est d'autant plus pertinente qu'elle est aujourd'hui mis sur le devant par rapport à l'actualité. C'est-à-dire, on parle beaucoup de surfréquentation. Alors, ça veut dire quoi, surfréquentation? Moi, je ne sais pas. Oui, je sais à peu près. On parle de quotas. C'est quoi les quotas? Dans quelles conditions les mettre? Alors, les élus, ils n'aiment pas les quotas. Les maires des communes. Je parle des maires des communes. Peut-être qu'à la collectivité de Corse et l'Office d'environnement, ils veulent en parler. Les élus, ceux qui ont un restaurant, une paillote, les quotas, ils ne veulent pas entendre parler. Pourtant, il faudra qu'on en parle. Bon. Alors, sur la fréquentation, surfréquentation, notamment, moi, je vais parler de ce que je connais. J'ai laissé mes copines, Sabrina et Marie, parler des zones humides littorales. Moi, je connais les rivières et les lacs. Et donc, sur les lacs, notamment les lacs de la haute vallée de la Restogne, il y a de la fréquentation. C'est de la surfréquentation. Aujourd'hui, on doit essayer de l'évaluer. Sabrina a dit la difficulté. Moi, je dis toujours une chose, dans les eaux douces, c'est facile d'évaluer quand on atteint une capacité où on pourrait dépasser. C'est le sel. Une eau douce, elle n'a pas beaucoup de sel. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il y a quand même un peu de sel dans les eaux douces. Et aujourd'hui, quand on a trop de sel dans l'eau, il suffit de mettre des capteurs. Quand on a trop de sel dans l'eau, c'est qu'on a une surfréquentation. Parce qu'une surfréquentation dans un lac, c'est de dire la surfréquentation va piétiner les podzines. Eh bien, on fait des esclos. C'est-à-dire, on fait un truc où on ne met pas de bêtes dedans et ni de touristes. Vous savez, les esclos, il y a eu des expérimentations de fait. Les podzines, après, il y a des arbres dessus, il n'y a plus de podzines. Donc, ça, c'est... Après, on va dire, les gens vont faire pipi dans l'eau, ou plus. On va dire, on va mettre des toilettes sèches. Et donc, ça règle le problème. Donc aujourd'hui, il y a cette histoire de sel dans l'eau qui permettrait de... Et après, il y a quelque chose de fondamental, c'est l'acceptabilité sociale ou l'acceptation sociale. C'est pas de dire, j'ai 2000 personnes autour du lac, personne n'a fait pipi dans l'eau, personne ne s'est baigné puisqu'il y a une interdiction. Et les agents de l'office, que je remercie tous les ans, font respecter. Mais alors... Est-ce que, quand on monte voir le lac du Mel ou le Capitello, il faut qu'il y ait 2000 personnes autour? Bon, donc on doit se poser, votre question elle est pertinente, je le redis, mademoiselle, on doit se poser la question de la fréquentation. Surfréquentation, pas surfréquentation, l'approche scientifique ou pas, mais elle est fondamentale. Pierre-Jean Lebertine, donc conservateur de la réserve naturelle du massif du Mont Territon,
pour l'Office de l'environnement. Et je souhaitais rebondir sur les propos d'Antoine sur les lacs. Donc voilà, nous on a un double forçage quand même entre l'activité anthropique et le changement climatique sur ces milieux, qui a en partie contribué à la création de la réserve, notamment avec les études de l'université et le programme LAC qui a été piloté par l'Office de l'environnement. Actuellement, définir une capacité de charge, comme l'a dit Sabrina, c'est assez compliqué. On a des milieux assez hétérogènes, on a des lacs très minéraux. Donc, sur le granit, vous pouvez multiplier par 10 la fréquentation. Un caillou, il s'use assez difficilement. Sur une potine, la capacité de charge est différente aussi. C'est une réflexion qui est en cours au niveau national dans les réseaux de gestionnaires de réserves naturelles. On n'a pas actuellement tous les éléments. En termes scientifiques comme en termes sociologiques, avec la capacité d'acceptation au niveau local. Mais on est conscient de tout ça et c'est une thématique qui est actuellement abordée et auquel on espère apporter des réponses rapidement. Merci. Y a-t-il d'autres questions, interventions dans la salle ? J'en avais une pour vous, Pierre-Alain Guisiano, doctorant donc en hydrogéologie à l'Université de Corse, puisqu'on a parlé de la résilience des écosystèmes. Je voudrais savoir de quoi il s'agit concernant les eaux souterraines. Le sont-elles résilientes ? Se comportent-elles comme des tampons ? Et réagissent-elles au changement climatique comment ? Eh bien, ça a été, vous avez raison, ça a été évoqué tout au long de cette matinée. On a parlé des différents processus qu'on peut retrouver dans le cycle de l'eau et notamment les processus d'infiltration et de stockage de cette eau souterraine dans ces aquifères, ces réservoirs souterrains, qui ont des dynamiques beaucoup plus lentes par rapport à d'autres processus qu'on peut retrouver plus superficiels. Donc, c'est des eaux qui peuvent rester stockées dans des âges, avec des âges relativement élevés. Et ça, ça a une importance puisque ces eaux souterraines, qui peuvent avoir parfois des dizaines d'années de temps de résidence, elles vont avoir des réponses plus lentes par rapport aux aléas hydroclimatiques. Et donc ça effectivement, ça renforce, je dirais, leur caractère de résilience face à ces effets-là. Et par conséquent, ça induit aussi que les eaux de surface qui en sont tributaires et donc aussi les écosystèmes qui en sont dépendants peuvent réagir de manière plus résiliente par rapport à ces effets. Et donc tout l'intérêt de ce qu'on essaie de faire, de nos travaux, c'est de mieux comprendre ça, de mieux caractériser ces processus dans ce contexte et face à ces problématiques. Une petite conclusion, puisque je pense qu'on a bien fait le tour de la première question de cette table ronde, comment l'évolution climatique impacte-t-elle les milieux naturels tributaires de l'eau. Sur le deuxième volet, donc sur l'aspect technique, politique, dimension prospective, comment s'adapter, innover, on a aussi ébauché quelques pistes. Est-ce que par un rapide tour de table, on pourrait voir si il y en a d'autres ou pas, judicieuses, qu'il serait judicieux de porter à notre connaissance ou sur lesquelles on pourrait réfléchir. Vous avez le micro. Eh bien, en fait, je dirais que nous, en tant que scientifiques, on se situe peut-être dans les premiers maillons de la chaîne, c'est-à-dire qu'on va essayer de mieux décrire, de mieux comprendre comment tout cela fonctionne, de chiffrer, d'apporter peut-être des indicateurs qui, par la suite... Aux gestionnaires. Oui, voilà, tout à fait, qui peuvent servir pour les collègues qui sont présents lors d'échanges comme aujourd'hui, qui sont organisés comme aujourd'hui. Indicateurs qui pourront servir, entre autres, peut-être d'outils d'aide à la décision pour les gestionnaires, pour mettre en place des solutions adaptées par rapport aux problématiques qu'on a évoquées aujourd'hui. Sabrina et Tourneau. Moi, j'ai resté très, très bateau. Je dirais que le micro un tout petit peu plus près. Parmi les solutions, c'est qu'il faut repenser en grande partie notre fonctionnement de société, parce que c'est lui qui guide depuis des décennies nos actions et qui, malheureusement, a des conséquences très importantes sur la ressource en eau et sur les milieux naturels. Donc, c'est peut-être un peu utopiste de dire ça, mais il faut vraiment s'orienter vers d'autres modes de fonctionnement à l'échelle locale et à l'échelle régionale, notamment dans le contexte corse, finalement, avec nos spécificités de milieu naturel et de contexte climatique. Antoine Orsigne.
Oui, on est dans la table ronde eau et milieu, donc milieu, ça veut dire biodiversité. Hein. J'ai parlé tout à l'heure d'espèces endémiques. Je dis toujours, on protège les gens qu'on aime. Et en fait, et les gens qu'on aime, c'est les gens qu'on connaît. Il y a des inconnus. Donc aujourd'hui, la connaissance, c'est quelque chose d'important. Il faut expliquer aux gens qu'on a une faune et une flore, je parle rarement de flore, mais une faune et une flore extraordinaire en Corse. On a ce patrimoine qui est extraordinaire, qui peut, aujourd'hui, on a parlé d'écosystèmes qui jouent un rôle important, hein, mais rappeler que des médicaments ont été tirés de venin de serpents et de plantes. Donc aujourd'hui, l'avenir, voire la sauvegarde de l'humanité, passe aussi par la biodiversité. Merci. Marie Garrido, pour la conclusion. La lourde tâche. Je parlerai peut-être de solutions fondées sur la nature, puisque du coup, ce sont des solutions, comme tu l'expliquais, donc je crois que c'était toi qui en avais parlé, de solutions fondées sur la nature. Donc voilà, la nature était là avant, elle sera là après. On en use, on en abuse. Donc peut-être pour s'adapter, revenir à des choses plus naturelles, plus terre à terre. Merci infiniment pour la qualité de vos interventions et de nos échanges.